Salut, c'est Hugo. On poursuit donc aujourd'hui l'interview des candidats à la primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, l'interview des candidats de gauche et les autres candidats qui ne participent à aucune primaire arrive bientôt, mais le calendrier est tel que la primaire de la droite, c'est le 20 novembre. Et donc, on commence par ces candidats. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Vous avez été président de l'UMP de 2012 à 2014. Vous êtes maire de Meaux depuis 2005 et député de la 95 même. Depuis 95 même. Et vous êtes à nouveau maire depuis 2005, ça. Et député de la 5e et 6e circonscription de Seine-et-Marne depuis 2007. Et donc, c'est la raison de cette interview. Vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre. C'est une grande tendance pour les candidats de cette primaire, le fait de faire passer ces réformes par ordonnance. Alors, on l'a vu dans l'interview avec Bruno Le Maire, gouverner par ordonnance, ça veut dire que pour une période donnée, l'Assemblée nationale autorise le gouvernement à légiférer à sa place. Alors, l'avantage des recours à ces ordonnances, c'est que ça permet de réformer beaucoup plus vite. Ça va plus vite, mais en même temps, le problème de cette procédure, c'est qu'il n'y a aucun débat et que c'est le président qui impose, entre guillemets, tout seul sa loi. La différence entre vous et les autres candidats, c'est que vous allez beaucoup plus loin parce que vous comptez mettre en place 15 ordonnances dès l'été prochain, si vous êtes élu, donc l'été 2017, c'est-à-dire juste après votre élection. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui affirment que ce mode de fonctionnement est profondément antidémocratique? D'abord, il y a une autre différence, c'est que je suis le premier à l'avoir dit, ça. Plusieurs, il y a mon copain Bruno, il est allé Maire. me piquer l'idée, ce qui est très bien, d'ailleurs, ça prouve que ça se partage. Mais enfin, initialement, c'est bien qu'on sache que c'est moi qui ai commencé. Pour une fois, il faut bien se faire sa pub. Bon, une fois que ça s'est dit, et bien dit, maintenant on va au fond des choses. Non, le vrai sujet, c'est qu'il n'est pas question de gouverner par ordonnance pendant 5 ans. Les ordonnances, c'est sur 15 décisions que je veux prendre tout de suite pour débloquer le pays. Et je sais très bien que si on utilise la procédure classique des lois, ça dure 1 an et demi, 18 mois. Vous savez, il faut 18 mois pour faire une loi aujourd'hui, entre le moment où ça passe à l'Assemblée, au Sénat, nouvelle lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, les grèves, les manifs, les blocages. Et donc on peut plus rien faire. Vous savez, c'est 18 mois pour faire une loi, à un moment où il faut 18 secondes pour faire un tweet, quoi. Certains Donc vous il y a un reprochent justement truc de le faire pendant l'été pour éviter toute Alors, contestation. pourquoi on veut le faire l'été? C'est parce qu'à partir du moment où la présidentielle a lieu en mai, que l'élection législative a lieu en juin, on démarre les travaux tout de suite, donc ça fait début juillet. Et donc il faut 2 mois pour faire une ordonnance. Alors c'est vrai que ça va très vite, c'est vrai que c'est pas le même délai qui est donné à l'Assemblée, mais on le fait pourquoi? Parce qu'on a été élu dessus. Donc on prend personne par surprise. Tout le monde le saura. Et donc si les gens votent pour le président de la République, c'est qu'ils savent ce que le président de la République va faire. On a tellement reproché aux hommes politiques de jamais faire ce pourquoi ils étaient élus. Et c'est pour ça que la droite a perdu en 2012 et que d'ailleurs la gauche est aujourd'hui, elle a fait n'importe quoi de la France pendant 4 ans parce qu'on n'aurait jamais dû perdre si on avait fait la politique pour laquelle on avait été élu en 2016. Justement, comme tous les candidats, vous avez donc écrit un programme avec vos propositions si vous êtes élu et les réformes que vous voulez mettre en place. Et quand on regarde l'intégralité de votre programme, si en tout cas j'ai bien lu, ce sont justement les 15 ordonnances dont exactement. on a parlé. Donc en 4 mois, si j'ai bien compris, vous aurez mis en place l'intégralité de votre programme, en théorie en tout cas. Sauf qu'un mandat de président, c'est 5 ans. Qu'est-ce que vous allez faire du coup pendant les 4 ans et 8 mois qui restent? Bon, on va pas regarder le plafond, hein. Je préfère prévenir tout de suite, c'est pas le but du jeu. Non mais, si vous voulez, c'est la différence entre la décision et l'application de la décision. Moi, je pense qu'il faut passer beaucoup plus de temps à appliquer une décision qu'à se demander si on doit ou non décider. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les politiques sont aussi décevants, y compris pour les plus jeunes de nos concitoyens? C'est qu'ils voudraient que ça avance plus vite. Or, le problème, c'est une fois que mais de l'appliquer. Mais appliquer, une fois que c'est voté... Mais une fois que c'est voté, il n'y a rien de fait. C'est ça, le grand problème qu'on a. Est-ce que c'est du président de la République d'appliquer ensuite? C'est même son premier rôle. Et je vais vous dire une chose. Là où je trouve que la fonction du président de la République a été extrêmement dévoyée, c'est qu'on a pendant trop longtemps fait croire que le seul fait d'aller sur le net pour faire une annonce ou d'aller sur le journal télévisé en disant j'ai décidé qu'on allait faire une loi sur la cueillette des olives en Basse-Provence, là, donc on pense que le problème de la cueillette des olives en Basse-Provence est réglé. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tout commence. Et donc moi, mon plan, c'est de dire, ce qui compte, c'est que la décision soit prise tout de suite et que ce qu'on regarde, c'est comment elle est appliquée, comment ça marche, qu'on évalue. Et si ça marche pas, on change, on modifie. Pour ça, on a besoin de temps. Vous voyez ? Donc c'est un renversement complet de l'approche.
Alors, j'aimerais commencer à parler du cœur de votre programme en vous posant 2 questions sur votre programme économique. D'abord, vous proposez d'abroger le compte pénibilité. C'est quelque chose qui a été mis en place pour que ceux qui ont un emploi pénible, ceux qui travaillent de nuit par exemple, puissent avoir des compensations, comme la possibilité de partir plus tôt à la retraite ou de diminuer le nombre d'heures de travail par semaine. Vous voulez donc le supprimer. Alors, comment est-ce que vous comptez faire pour tenir compte du fait que certains emplois sont plus difficiles et plus pénibles que d'autres? Mais d'abord, il faut savoir que ce qu'on appelle maintenant le compte pénibilité ne réglait pas du tout tous ces problèmes-là. Il y a quand même justement des compensations. J'ai compris. Mais c'est comme toujours, c'est dans l'effet d'annonce. Mais quand vous voyez la réalité des choses, c'est surtout beaucoup de complexité pour les boîtes. Hein. Et donc le vrai problème, il est là. Beaucoup de ceux qui nous écoutent vont être créateurs d'entreprises, vont peut-être déjà créer leur entreprise. Bon, inutile de vous dire que quand on veut développer une activité, même une activité sur une micro-entreprise, si on commence par avoir la liste de toutes les contraintes, on ferme la maison. Hein. Ça, c'est pour les employeurs, mais pour les salariés, du coup, c'est demander une suppression de ce compte pénibilité. Mais en fait, je rappelle qu'il vient tout juste d'être créé. Hein, donc et encore, il n'est même pas complètement au point. Et donc, je préfère qu'on mette en place un système qui ne soit pas un compte pénibilité, mais qui amène en réalité à tenir compte de chaque métier. Et s'il y a des métiers qui nécessitent des prises en compte, faisons-le. Mais vous me dites que le travail de nuit, ouais, enfin, c'est un exemple, mais je veux dire, il y a beaucoup de métiers qui sont quand même très pénibles, donc dans ce cas, on ne fait plus rien. Alors moi, j'ai plutôt envie de dire, faisons des métiers différents. Vous savez, on vit quand même dans un monde qui est celui du numérique. Bon, on peut raisonnablement penser que dans les 20 années qui viennent, il n'y a plus personne qui fera un seul métier unique pendant 20 ans. Hein. Ça va changer. Donc, je préfère qu'on développe le travail indépendant. Moi, par exemple, une de mes propositions, vous l'avez peut-être vu, c'est que chaque jeune à l'âge de 16 ans ait un numéro de SIRET, c'est un numéro d'inscription en registre du commerce, pour créer sa boîte, s'il le veut, pour travailler comme auto-entrepreneur, pour travailler sans être salarié et gagner de l'argent tout de suite. Bon, l'idée c'est de libérer les vannes, quoi. Vous voyez. Et donc on crée des accompagnements sociaux pour ceux qui ont des difficultés, ça c'est tout à fait normal, mais on n'en fait pas des systèmes lourds dans lesquels les entreprises vont se décourager et partir à Londres. À l'exception de la TVA, vous voulez diminuer tous les impôts et en particulier vous prévoyez de baisser massivement du coup les impôts que payent les entreprises, mais pas que donc, mais aussi ceux des entreprises. Le but c'est de leur permettre d'être plus compétitives et donc à terme de produire davantage. Exactement. Et d'embaucher surtout. Et d'embaucher. Mais à partir du moment où le but de l'économie, mais c'est pas propre à vous, c'est en général, le but de l'économie, c'est de produire plus, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui. Comment peut-on protéger l'environnement, sachant que pour produire davantage, il faut quasi nécessairement aujourd'hui utiliser davantage de ressources et donc souvent polluantes? Très bonne question. Très bonne question. C'est pour ça qu'en réalité, on fixe un certain nombre de règles pour éviter de faire n'importe quoi en matière de production. Mais on oublie un petit détail, c'est que parfois, pour servir la planète, on peut produire intelligemment. Hein. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis maire de Meaux, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il n'y a plus une seule construction que je ne fasse, que ce soit des logements sociaux, des bâtiments publics, autrement qu'en respectant les normes environnementales, hein, y compris en économie d'énergie. Donc en fait, on peut parfaitement créer de la valeur ajoutée en faisant des économies. Si vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour l'environnement? Continuer de développer ce qu'il est, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes nos constructions nouvelles, par exemple, hein, pour être sur cet exemple, soient vraiment respectueuses des normes qui consomment moins d'énergie, Donc rien de nouveau, juste continuer ce qui existe actuellement. Ah bah c'est déjà énorme, c'est en développement. C'est toujours pareil, c'est l'idée d'appliquer. Et puis l'autre chose, moi qui est un de mes projets pour l'avenir, c'est que on ait une France sans pétrole. Parce qu'en fait, le pétrole, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus polluant. Et si demain, on met le paquet sur les énergies non renouvelables, les énergies renouvelables, pardon, d'un côté, et de l'autre, sur le nucléaire, à ce moment-là, on a 2 pôles solides pour éviter le pétrole. Alors, vous consacrez une partie importante de votre programme à ce que vous appelez le progrès, notamment à l'école. Si vous êtes élu, ce sera la fin du collège unique. Vous souhaitez que tous les collèges soient autonomes d'ici 2022. Et l'idée ici, c'est de donner une autonomie complète au chef d'établissement ainsi qu'à l'équipe pédagogique de chaque collège. Alors, concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y aura autant de projets éducatifs que de collèges et donc que tous les collégiens ne recevront pas le même enseignement? Ah, ça, c'est une question très française. Parce que franchement, c'est toujours cette obsession que tout soit pareil. C'est logique partout. de penser que si jamais chaque... Mais je ne dis pas que c'est pas logique. Je dis juste que c'est très français. Je veux dire, dans les autres pays du monde, ce qui compte, c'est l'initiative, c'est qu'on se développe, c'est qu'on crée des choses nouvelles. Moi, je dis juste un point, c'est que si ça marchait aussi bien aujourd'hui, on le saurait. Bon, il y a des problèmes quand même dans les collèges. Pourquoi? Parce qu'on applique la même règle à des élèves qui ne sont pas tous dans la même situation.
Et donc, c'est inégal, en réalité. C'est maintenant qu'il y a de l'inégalité. Et donc, je crois que dès lors que on constate que dans un collège d'un quartier difficile, il n'y a pas les mêmes problèmes que dans un collège d'un quartier plus protégé, eh ben, autant s'adapter aux élèves correspondants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, que ça creuse les inégalités? Alors, dans le sens où les collèges défavorisés, non, c'est justement l'inverse. C'est qu'on en mette plus dans les collèges des quartiers défavorisés. Et qu'on adapte les projets, parce que vous avez des élèves qui parfois ont plus de difficultés qu'ailleurs, parce que peut-être parfois il y a des milieux familiaux qui sont dans des situations plus difficiles. Comment est-ce qu'on fait pour s'en assurer, justement, chez les collèges sont autonomes? Parce que du coup, tout simplement parce qu'on les évalue. L'autonomie, ça ne veut pas dire que vous êtes en apesanteur, que vous ne faites plus rien. Hein. On évalue. Mais c'est pas qu'il y a quand même, c'est que la contrepartie de l'autonomie, c'est l'évaluation. Okay. Donc on évalue en permanence comment ça marche, les résultats obtenus, puis on a un cadre national. Hein. Il s'agit d'atteindre le même objectif pour tout le monde, mais pas nécessairement avec les mêmes moyens. Dans votre programme dans l'éducation toujours, vous évoquez aussi les inégalités scolaires, le nombre de décrocheurs, les lacunes des élèves à la sortie de l'école primaire, etc. Et face à cela, votre premier axe de proposition, c'est le lever du drapeau une fois par mois, le port de l'uniforme, la Marseillaise chantée par tous, et même un retour à un service national de 6 mois. Concrètement, le fait de porter des uniformes ou de chanter la Marseillaise devant le drapeau, qu'est-ce que ça va changer au problème des inégalités et de décrochage scolaire? Écoutez, d'abord, je vais vous dire une chose. Si je faisais que ça, je vous dirais, c'est vrai que ça va être un peu court, hein, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a parlé du collège. On est bien d'accord. Moi, je crois que de temps en temps, les symboles, c'est pas mal. Voilà. Alors, attendez, quand je dis un uniforme, c'est pas un uniforme militaire. Hein. Non, mais j'avais dit que c'était un uniforme. Et j'ai pas dit que vous l'aviez dit, mais j'en profite de votre question pour le préciser. L'idée, c'est que ce soit en réalité des uniformes distinctifs de son collège, comme ça se fait en Angleterre d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est plutôt même assez sympa d'avoir cette appartenance à son collège. Bon. La deuxième chose, c'est que ça ne suffit pas, mais c'est un symbole pour montrer qu'on appartient à notre pays, qu'on partage ce type d'émotions ensemble et que ça a une signification. Vous voyez, je trouve que c'est ça qui est derrière. C'est que de temps en temps, on se retrouve un peu ensemble pour dire la même chose. Si tout le temps, on est à brocarder les symboles de la France, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui en disent du mal. Vous voyez, l'idée qu'on se rappelle bien qu'on est français, que c'est quand même une chance, c'est important. Alors on a parlé de l'école, maintenant on va parler de l'université. Vous recommandez de leur octroyer une autonomie totale. Chaque université sera libre d'appliquer la sélection à l'entrée selon ses propres critères, de faire payer des frais d'inscription qu'elle aura fixés elle-même. On peut penser que la sélection par l'argent va en résulter. Est-ce que vous pensez que l'université a vocation à être un lieu d'excellence et non de formation pour tous? Les deux. Les deux. Moi, ce qui surtout, moi, m'inquiète toujours, c'est quand je vois que des étudiants rentrent à l'université sans aucune évaluation au départ, autre que le bac, dont on sait qu'il n'est quand même plus tout à fait ce qu'il était, et qu'au bout de la 3e année, ils se font dégager. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance énorme, parce que ça veut dire que du jour au lendemain, ils ne savent plus très bien ce qu'ils peuvent faire. Et moi, je voudrais qu'on essaie d'imaginer un autre système dans lequel, en réalité, dès l'enseignement secondaire, dès le lycée, on a une réflexion avec chaque élève sur les projets professionnels possibles, en considérant que ce n'est pas que l'université. Il n'y a pas que l'université dans la vie. Il peut y avoir de l'enseignement professionnel, il peut y avoir des choses qui vous permettent d'avoir très vite un métier. Et pour moi, le métier, c'est aussi important que le diplôme. Je préfère qu'on ait une formation en alternance efficace, opérationnelle, dans tous les domaines, depuis l'électrotechnique jusqu'au commerce international, en passant par toutes les formations qui sont proposées, plutôt que d'aller dans une université généraliste où on va galérer pour se faire jeter au bout de 2 ou 3 ans. Deuxième chose, l'évaluation, je propose qu'elle soit faite sur dossier. Ensuite, les droits d'inscription, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi non plus. Il ne s'agit pas de partir sur des sommes faramineuses. Mais l'idée, c'est que pour ceux qui sont les plus modestes, il y a évidemment des bourses. Mais c'est beaucoup plus simple, parce qu'à ce moment-là, ça permet aux universités d'améliorer aussi la qualité de leur accueil, vous voyez, parce que beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, ne sont pas en état d'accueillir correctement les étudiants. Puis, dernier point, il faut qu'on ouvre le financement aux entreprises. Ça, je crois que c'est vraiment important. Par les entreprises, oui, bien sûr. Alors un autre sujet qui touche beaucoup les jeunes, c'est en fait leur première préoccupation, si on en croit les sondages, c'est celui du logement et de la difficulté à trouver un logement décent et abordable. Ma question, elle est toute simple, je la pose à tous les candidats. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour répondre à ce problème qui touche beaucoup d'entre nous? Alors d'abord, il faut bien voir que ce problème qui est énorme ne se pose pas partout de la même manière. Il y a des régions, ce qu'on appelle les régions en tension, c'est-à-dire il y a des endroits où vraiment on ne trouve pas, ou à des prix qui sont... Dans les grandes villes, par exemple. Exactement, à des prix qui sont absolument scandaleux. Alors, il y a plusieurs techniques qu'il faut utiliser. Bon, la première, il faut construire, ça c'est vrai. Partout où il y a du foncier disponible, il faut des cités universitaires assumées, et ça doit être un partenariat à faire avec les universités. La deuxième chose, c'est de faire des partenariats avec les villes. Je vous prends un exemple, j'ai monté à Meaux, une ville dont je suis le maire. On ne pourra pas le faire qu'à Meaux, il faudra le faire dans toutes les villes. Oui, mais c'est pour dire que ces expérimentations, parfois, ça vaut la peine de les regarder. Des échanges
avec d'autres villes proches des universités, et où on réserve des contingents de logements pour étudiants, donc la durée de l'année scolaire, à des prix qui sont tout à fait abordables et qui se font sous forme d'échange. J'ai un IUT à Meaux, il y a d'autres endroits où on en a besoin, donc on arrive à créer comme ça des systèmes directs entre municipalités ou entre municipalités et centres universitaires. Donc il y a des options possibles, il faut être très pragmatique, et ça doit être piloté par un ministère de l'Enseignement supérieur et du Logement, coordonné sur ce sujet. Et concernant les aides au logement, est-ce que vous proposez une revalorisation pour les étudiants notamment? Une revalorisation, non. C'est compliqué de faire une revalorisation comme ça, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que bien souvent, le problème que nous avons, c'est qu'elles ne sont pas forcément toujours distribuées aux bonnes personnes, les aides au logement, parce que parfois, vous avez des accès à l'APL, à l'aide personnalisée au logement, alors que des gens n'en ont pas forcément besoin et d'autres en ont besoin qui n'en ont pas. Donc là, ça vaut peut-être la peine de regarder comment ça marche, quoi. Alors un autre élément important dans votre programme, c'est le principe de la double peine. Le principe de la double peine, c'est qu'un étranger qui est condamné par la justice paye son amende ou purge sa peine de prison comme n'importe quel condamné et ensuite est expulsé du territoire. Donc c'est l'expulsion qui est un peu la deuxième peine. Aujourd'hui, ce principe est appliqué en France, mais avec des exceptions. Par exemple, il ne peut pas s'appliquer si vous vivez en France depuis au moins 20 ans, si vous êtes marié avec un Français ou une Française, ou encore si vous êtes citoyen d'un autre pays de l'Union européenne. Vous souhaitez que cette double peine devienne automatique pour n'importe quel étranger condamné, c'est-à-dire faire sauter en gros toutes les exceptions. Est-ce que c'est pas profondément injuste d'imaginer que deux personnes qui ont commis exactement la même faute puissent recevoir des sanctions différentes? C'est pas sauf qu'ils sont pas dans la même situation. Il y en a un qui est français. Oui, mais ils ont commis la même faute. Oui, ils ont commis la même faute, mais ils ne sont pas dans la même situation. Il y en a un qui est français, l'autre qui ne l'est pas. Après, c'est des choix, hein. Mais moi, je pense que notre pays souffre quand même beaucoup de l'insécurité. Alors, je crois qu'il faut que chacun comprenne que la première priorité que je ressens, moi, c'est l'aide aux victimes de ces actes. Parce que je rappelle que ce sont des gens qui ont commis des peines très graves. Là, on ne parle pas d'un excès de vitesse. Donc, ça veut dire, derrière ça, des peines criminelles. Et moi, je considère que face à cela, quand on est étranger, qu'on vit dans un pays comme la France, on respecte les règles. Si on ne les respecte pas, on ne peut pas rester sur le territoire. On n'est pas les seuls. Je veux dire, aux États-Unis, il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Donc, j'ai envie de vous dire, quelque part, quand on commet dans un pays qui vous accueille un délit ou un crime, on purge sa peine, et puis on quitte le pays. Et quand ça fait 15-20 ans que cette personne vit en France, pourquoi est-ce qu'un jeune né de deux parents français mériterait une peine différente que quelqu'un qui est né de parents étrangers mais qui vit en France depuis plus de 20 ans? D'abord, est-ce qu'on est étranger ou est-ce qu'on est français? C'est toujours la même chose. Ensuite, encore une fois, c'est une philosophie. Moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas le même avis que moi, mais moi, j'estime que quand on vit dans un pays dont on n'est pas le ressortissant, il y a un devoir de respect vis-à-vis du pays qui vous accueille. Encore une fois, je peux comprendre qu'on pense l'inverse, mais moi, je le considère fondamentalement. Il faut respecter le pays, le pays qui vous accueille, qui accessoirement vous donne des droits quand même. Il scolarise vos enfants, il les soigne. Enfin, on a un pays qui est très généreux. La moindre des choses, c'est de le respecter. Donc, quand on est étranger et qu'on commet un crime, on purge sa peine et puis on repart dans son pays d'origine. Et quand on est français, on reste en France, mais enfin, on est condamné. Voilà. Alors, sur le terrorisme, j'ai une question qui concerne un point précis de votre programme. Ouais. Vous souhaitez créer des centres de déradicalisation. Or, le premier d'entre eux a déjà ouvert il y a un mois à Beaumont-en-Véron et le gouvernement compte en ouvrir dans chaque région. En quoi votre proposition de centre de déradicalisation est différente de celle qui est portée par le gouvernement aujourd'hui? Non, elle ne l'est pas, sauf qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Enfin, il n'y en a qu'un seul. Donc, l'idée, c'est de les développer sans se faire malheureusement trop d'illusions sur leurs résultats quand même. En quoi consisteraient du coup ces centres? C'est un travail d'accompagnement pour faire en sorte que celui qui a été complètement pris en main du point de vue intellectuel et psychique par ces barbares qui essaient de les transformer en machines à tuer, eh bien, on arrive petit à petit à les convaincre de prendre conscience qu'ils sont partis sur une piste monstrueuse qui est celle de l'instrumentalisation d'une religion à des fins de haine et de violence et donc n'a plus rien à voir avec la religion. Est-ce que l'ennemi d'ailleurs dans cette guerre contre le terrorisme est à l'intérieur ou à l'extérieur selon vous et comment est-ce que vous comptez le combattre? Je pense que l'ennemi par définition c'est toutes celles et ceux qui ont fait allégeance à des organisations terroristes, lesquelles organisations terroristes utilisent un certain nombre de nos jeunes comme de la chair à canon et donc il faut en réalité avoir une position qui soit extrêmement ferme et notamment en internant ceux qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Alors pour finir, j'aimerais discuter d'un thème qui revient beaucoup dans le débat de cette primaire, c'est celui de la laïcité. Parmi vos 15 ordonnances, il y en a une qui vise à mettre en place un code de la laïcité. Ce code de la laïcité, concrètement, qu'est-ce qu'il change par rapport à la loi de 1905 ?
Ah ben c'est que tout simplement la loi de 1905 n'organise pas le culte musulman puisque celui-ci était postérieur, donc il faut tout organiser. Et le statut des imams, aujourd'hui ils n'en ont pas, donc n'importe qui s'autoproclame imam, et parfois en faisant commettant des dérives anormales. Le mode de construction des lieux de culte, la question du port des signes religieux, etc. Donc tout ça doit être organisé, et la loi de 1905 ne le permet pas. Et justement, enfin moi, si j'ai bien compris, en tout cas, l'une des caractéristiques de la loi de 1905, c'est qu'elle ne reconnaît aucun culte. Et donc justement, est-ce que faire un code de laïcité qui mentionne spécifiquement l'islam, etc., est-ce que ça ne pose pas un souci par rapport au fait justement que la loi de 1905, en théorie, ne reconnaît aucun culte? C'est pas ça. La laïcité, c'est une liberté d'exercer son culte. Mais simplement, il faut respecter le culte des autres et respecter les lois de la République. Donc il y a un devoir pour un politique, c'est d'organiser la société. Et de ce point de vue, d'organiser les choses de telle manière que les pratiques religieuses puissent être compatibles avec les lois de la République. Donc il y a des choses qui ne sont pas claires aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas été organisées pour nos compatriotes de confession musulmane, et c'est ça qu'il faut gérer. Alors pour terminer, une question pour finir sur une note positive et que je pose à tous les candidats. Ma génération va voter pour la première fois aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui doit donner des raisons aux jeunes de croire encore en la politique aujourd'hui? C'est que nous construisons l'avenir ensemble. Hein. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est pour rentrer dans le 21e siècle. Il y a un enjeu majeur qui s'appelle le numérique, face auquel notre pays se prépare et pour lequel il faut donner une accélération parce que il y a des startups qui se développent partout, il y a des créatifs, il y a des gens qui ont envie de faire. Il faut que le politique prenne le relais et crée toutes les conditions pour que notre pays soit un des meilleurs, pour que les jeunes puissent demain construire leur avenir. Très bien, merci beaucoup. Et ce sera le mot de la fin. Merci Jean-François Copé. Si cette interview vous a plu, je compte sur vous pour déposer un maximum de pouces bleus et vous abonner si ce n'est pas encore le cas et partager la vidéo, bien évidemment. Merci beaucoup à Léo Boxelet, Grégoire Lefebvre et Yanis Mzali qui ont préparé avec moi les questions. Merci à Uptown Prod qui a produit cette vidéo, à Block Press Agency, à The Bureau, un club d'affaires à 2 pas de la Tour Eiffel qui organise par ailleurs des conférences sur tout un tas de sujets et qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci encore Jean-François Copé. On va suivre la suite de la campagne avec attention. Merci à vous. Et nous, on se dit à très vite.